Dans la dernière vidéo, on a vu comment faire du feu procéduralement dans Blender et je me demandais si c'était possible, avec la même approche, de faire le même résultat dans Unreal. Et ben, spoiler alert, oui, c'est possible et je vous montre ça aujourd'hui. Si vous n'aviez pas vu la dernière vidéo, je vais en mettre un lien en haut à droite dans l'écran, mais on avait créé un feu dans Blender en utilisant seulement une plane, donc tout se passe dans le matériel, et en reprenant les mêmes principes, donc faire paner du noise pour distorsionner un masque, le coloriser pour en faire un résultat final, je voulais faire la même approche dans Unreal, donc on va s'attaquer à ça. Nous voici dans Unreal 5.2.1, voici ma scène de départ, j'ai ma plane pour travailler et on va pouvoir se faire directement un nouveau matériel. New Material, M-Fire. Et celui-là, je vais le placer directement sur ma plane et je peux l'ouvrir. Quelques petits trucs de base, au lieu de visionner sur une sphère, je vais visionner sur la plane. Et c'est un matériel qui va avoir de la translucence, donc Blend Mode Translucent et Shading Model principalement émissif, donc on va utiliser Unlit. Ça nous laisse le emissive et l'opacité pour travailler. Très bien. Alors comme dans Blender, je vais commencer avec mon ami le Noise. Donc je vais aller chercher un Texture Sample et il y a un Noise super le fun que j'aime beaucoup utiliser dans Unreal. D'ailleurs, si vous n'avez pas les textures par défaut, dans le petit engrenage ici, assurez-vous d'avoir Show Engine Content d'activer parce que par défaut, vous n'aurez rien pour travailler. Tapez donc Noise et il y a déjà des noises de base qui fonctionnent très bien. J'adore utiliser T-Noise 01, c'est un noise en 256 donc très basse résolution et performant et pour l'exemple ça va être très bien. Visionnons de quoi ça a l'air de base et ben oui, c'est carrément un noise que je viens de placer sur ma plane et vu que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tutoriel Unreal, il y a certaines choses que je vais vous expliquer parce qu'il y a des vidéos comme ça, il va y en avoir d'autres dans le futur. Par exemple pour faire un preview rapidement comme ça, un peu à la Blender, il faut manuellement vous faire un raccourci que vous pouvez faire dans Edit, Editor Preferences, assurez-vous d'être dans All Settings et tapez le nom du shortcut que vous voulez. Ici c'est Preview et là on trouve la bonne catégorie. Material Editor, Start Previewing Node. CTRL-G que j'utilise, vous utilisez ce que vous voulez et puis vous pouvez fermer la fenêtre. Comme ça c'est plus facile de rapidement prévisualiser vos choses. La texture en ce moment, elle est statique. Je vais l'animer dans sa position en utilisant ce qu'on appelle un panner. Tapez panner et c'est ce que vous allez trouver. La sortie du panner ira dans les UV parce que c'est ce qu'on manipule. Les coordonnées UV, bien sûr, on utilisera le Texture Coordinate. Ça donne accès aux coordonnées du mesh ou vous pouvez tout simplement appuyer sur le raccourci U pour trouver rapidement le text core. Juste avant de faire bouger les choses, j'aimerais aussi des contrôles pour changer la taille de mon noise. Avant le panner, je vais maintenir la touche contrôle pour saisir mon fil et ici je relâche pour ajouter une nouvelle note qui va être un multiply. Parce que je vais vouloir multiplier les coordonnées par une valeur et cette valeur, la valeur B, si par exemple on met 2, la texture va être 2 fois plus petite, elle va donc se répéter. 3 encore plus petit, ou bien à l'inverse, 0.5 plus gros. Voyons maintenant de quoi ça a l'air dans la scène, et là bien sûr, il se passe rien ici parce que on est en mode preview depuis tout à l'heure. Juste pour prévisualiser, je vais prendre ma sortie RGB de mon noise que j'ai placée dans mon Emissive Color et dans l'opacité pour qu'on puisse voir quelque chose, je vais appeler une valeur qui s'appelle une constante, constant. Et c'est seulement pour placer une valeur. Donc pour pleine opacité, je vais taper 1 étant opaque, 0 étant transparent, et j'irai mettre dans l'opacité. On peut faire Apply, et j'ai maintenant mon matériel qui fonctionne dans la scène. Si je retourne voir ce qu'on appelle le tiling, je vais ramener ça à 1, et puis dans mon preview, ça fonctionne, mais ça marche pas en temps réel. Pour que ça puisse fonctionner, il faut manuellement faire Apply, attendre, et là ça fonctionne. Et ça, c'est pas vraiment le fun à travailler. Pour contourner ce problème-là, on peut utiliser ce qu'on appelle des Scalar Parameters. Un Scalar Parameter, ça permet de changer des valeurs en temps réel. J'ajoute un Scalar Parameter que l'on peut renommer à quelque chose qui fait du sens, comme par exemple ici, c'est mon Noise Size.
Noise size, je prendrai sa sortie et on peut changer sa valeur par défaut, par exemple 1. Maintenant, on doit faire apply une seule fois. Et si je clique sur mon scaler parameter, dans son details panel, on va avoir default value. Cette valeur, ça se glisse quand on maintient le clic de la souris de gauche à droite et en temps réel, on peut changer la valeur. Ça, c'est bien utile. C'est bien pour les contrôles de tiling, mais je vais laisser ça de côté. Je continue avec l'animation. Je reviens donc sur mon panner. Et pour l'animation de mon noise, je veux que ça soit un mouvement vertical. Donc seulement dans le Y ici que je vais changer des valeurs. Par exemple 0.1, c'est un petit peu lent. 0.2, probablement mieux. Je vais faire apply. Ouais, c'est peut-être bien, mais ça serait idéal d'avoir le même genre de contrôle, donc un scaler parameter pour manuellement, en temps réel, changer la valeur. Mais le problème, c'est que si j'ajoute un scaler parameter, en passant, le raccourci que je vais utiliser dès maintenant, c'est la touche S. Gardez S enfoncé et cliquez dans votre graphique. Ça ajoute automatiquement un scaler parameter prêt à être renommé. Donc si j'appelle ça Panner Speed, je vais brancher Panner Speed ici, Apply, et je vais augmenter graduellement la valeur. Et là, on a un problème. La texture se déplace en angle, de façon transversale. Et ça, c'est parce que le X et le Y sont affectés en même temps. Si je déconnecte le speed, on voit qu'on avait un X et un Y indépendants ici. Pour avoir le contrôle individuel sur vos chaînes, on peut utiliser ce qu'on appelle un append. Donc, à partir du speed, je vais envoyer une node qui s'appelle le append vector. La node append, ça permet de combiner deux valeurs ensemble, séparées par une virgule, et ça fait un vecteur. Donc, notre X et notre Y ici pourra être séparés. Le A, ça correspond à notre X, donc en horizontal. Je sais que je ne veux rien dans cette valeur-là. Je vais ajouter donc une constante, encore une fois, et le raccourci pour ajouter des constantes, c'est appuyer sur 1 et cliquer dans votre graphique. Voilà une constante à 0 que je vais mettre dans le A. Ensuite, vous voyez qu'une erreur, c'est seulement parce que je n'ai pas toutes les entrées de combler. Dans le B, c'est ma valeur en verticale. Je vais renommer mon scaler parameter pour concorder avec la fonction que j'essaie de réaliser. Noise Vertical Speed, ça me semble plus approprié, et je vais mettre dans le B. Apply, voilà. En changeant mon scaler, si je vais dans le négatif, ça va vers le bas, sinon ça va vers le haut, donc parfait, mon système y fonctionne. Je vais utiliser une valeur dans mon Noise Vertical Speed de 0.5 et on essaie un peu de faire du ménage, avoir un petit peu d'ordre dans nos nodes, on essaie d'avoir une bonne hygiène et ça complète la partie sur le noise animé que je vais mettre dans un commentaire en sélectionnant toutes les nodes et en appuyant sur C. Ça fait un beau cadre comme dans Blender et je vais appeler ça Panning Noise. Pour vous remettre en contexte, on vient de faire la partie avec le noise qui panne. Ensuite, on a la partie attaquée pour faire la forme principale de la flamme. On avait fait ça dans Blender avec le Spherical Gradient. Ensuite, on avait ajouté de la distorsion en utilisant le même noise qu'on avait fait. C'est ce qui donnait ce genre de résultat. Donc, on va s'attaquer à cette étape. De retour dans Unreal, je fais mon gradient sphérique et pour faire ça, je peux utiliser la node qui s'appelle le Sphere Mask. Sphere Mask est une node très simple à utiliser et ça fait des gradients sphériques. Je la prévisualise et là on a des erreurs, c'est normal, il faut combler les entrées. En premier, A, c'est les coordonnées UV. On peut donc commencer avec le Texture Coordinate, qui est cette node là ici, mais je vais utiliser le shortcut U et on clique Text Coord. Je vais placer ça dans le A. En B, c'est le placement de mon gradient, le centre de mon gradient en fait. Et ça fonctionne de 0 à 1. 0 étant dans le coin, en bas, et 1 étant complètement à l'extrémité en haut. Pour contrôler, je vais ajouter le scaler parameter que je vais appeler Gradient Center. Par défaut, une valeur de 0.5, ça nous donne au centre de la plane. Ça commence à être bien. Le radius, je vais réduire énormément. Par exemple, 0.5, ça nous fait toucher les extrémités. Je veux encore un peu plus petit, 0.3. Et le hardness, parce que c'est trop net, on va mettre 0.5. Et ça me semble assez bien. La forme de base, c'est donc fait, mais là, il faut que ça bouge puis que ça soit distorsionné. Pour faire, je vais réutiliser la même logique que j'ai utilisée pour mon noise de base, mais je vais en faire une copie de tout ça. Je peux donc tout sélectionner, je vais faire CTRL-C et CTRL-V juste ici. Je vais me servir de ce noise exclusivement
pour la distorsion des UV et celui-ci, ça va être pour ajouter un peu de variation dans la texture du feu. Alors celui que je viens de copier, on va changer quelques noms. Par exemple ici en commentaire, je vais directement le changer, ça va être UV Distortion Noise Panning et c'est bien important, changez le nom de vos scalar parameters. Autrement, si vous changez une valeur ici, ça va automatiquement changer ailleurs. Donc pour pas que ça arrive, ayez des noms différents. Donc Noise Size, Distortion Noise Size. Même chose ici, je vais ajouter le préfixe Distortion. Comme ça, nos noms sont bien séparés. Et la texture de noise, c'est pas elle que je vais réutiliser parce que c'est une texture en noir et blanc. Pour avoir plus de variation, c'est mieux d'avoir du noise avec de la couleur. Dans Unreal, il y a une bonne texture par défaut qui nous permet de faire ça. Elle s'appelle Wind. Celle-ci, Game Wind Noise. Ce qui est bien avec cette texture, c'est qu'elle a plusieurs couleurs dedans. En double-cliquant ici dans Texture, on va pouvoir l'ouvrir et on a accès au channel rouge, vert et bleu. Si je garde seulement le channel rouge, on voit qu'on a un pattern. Dans le vert, c'est différent. Puis dans le bleu aussi même. On n'utilisera pas cette couche, mais on va utiliser le vert et le rouge pour avoir plus de variation. Alors pour combiner mon noise au UV de mon Sphere Mask, j'utilise la couche rouge et vert. Je vais donc les combiner ensemble en utilisant un append. Exactement comme qu'on a fait en haut ici pour le panner pour avoir une valeur en X et en Y dans ma distorsion de UV. Alors le rouge, append vector et le vert également. Et je vais faire de la place ici parce qu'on va pouvoir rajouter entre les deux un add. Add que mon text chord ira dans le A, la sortie ira dans le Sphere Mask, et dans le B, ça va être mes coordonnées pour distorsionner. Donc je vais prendre mon append et je vais mettre ça dans le B de mon add. Ouais, ça marche, mais le problème c'est que là j'ai un offset qui vient de se faire. Pour avoir un meilleur contrôle sur la distorsion, on va réduire l'influence de ma distorsion de noise. Et pour ce faire, avant d'entrer dans le add, je peux multiplier le signal avec une valeur qui est moins grande que 1, pour l'atténuer en fait. Donc ici pour le plein contrôle, scalar parameter, que je vais appeler distortion mix, ici dans le add. Donc maintenant, si j'augmente graduellement la valeur, on ajoute de la distorsion. Mais on a un petit problème. Remarquez qu'on a une translation transversale et c'est le même problème qu'on avait dans le speed du panner, c'est qu'on affecte le X et le Y en même temps. C'est très bien d'avoir le rouge et le vert qui contribuent à la distorsion, mais je veux pas nécessairement que ça fonctionne sur le X et le Y de mon Sphere Mask. Idéalement, je pense que ça serait mieux d'avoir seulement le canal qui est responsable de la verticalité, donc le Y. Je modifie un peu les choses. Au lieu de directement ajouter dans les coordonnées UV, je vais sortir de mon text chord et je vais ajouter ce qu'on appelle un component mask. Le component mask, ça permet d'isoler des channels. Si je visualise, on voit les coordonnées UV, donc le Y c'est le vert, le X c'est le rouge, et quand on désactive par exemple vert, on visionne seulement un gradient qui est horizontal. Si on garde seulement le vert, on a le gradient qui est vertical. Alors je vais avoir besoin de ce gradient-là, je vais avoir besoin de cette chaîne, mais j'ai aussi besoin de ma chaîne en X pour que mon Sphere Mask puisse bien s'afficher. Je peux copier et coller, et ici, c'est pas le vert que je vais garder, ça va être le rouge. Et avant de retourner dans mon Sphere Mask, c'est important de recombiner les UV, X et Y. Ça va se faire encore une fois avec la node append. Donc le rouge ira dans le A, et dans le B, c'est le B ici que je vais modifier avec la distorsion. Après le masque, je vais envoyer un add comme tout à l'heure. Le signal multiplié, je vais le mettre dans le B, et le résultat ira dans le B du append. Je visionne mon Sphere Mask, et maintenant ma distorsion arrive seulement sur la hauteur. J'ai peut-être encore un problème de translation. Donc pour corriger le problème juste avant de rentrer dans le B du append, je vais rajouter une contrôle qui me permet de corriger l'offset qui est en train de se créer avec la distorsion. Je vais prendre mon signal et je vais soustraire subtract. Subtract ici a une valeur, probablement un scalar parameter encore une fois. Je vais l'appeler sphere offset que je vais placer dans le subtract. Et en ajustant cette valeur, je peux corriger la position initiale et regardez-moi ça, ça commence à ressembler à du feu. La distorsion du masque, c'est fait. On prend un moment pour faire un petit peu de ménage, on replace les choses. Je vais me faire un beau commentaire ici avec Sphere Mask.
Et ce truc de distorsion UV qu'on a fait, vous pouvez l'utiliser partout, c'est tellement cool, ça donne tellement des résultats organiques. D'ailleurs, je peux même l'utiliser dans mon noise qui est juste en haut ici également. Et c'est la même technique. Juste avant d'entrer dans les UV, je pourrais juste ajouter un add ou séparer le X et le Y comme vous voulez, mais je veux rester simple. Je vais tout simplement ajouter la sortie du multiply que j'ai ici à mon noise qui panne juste en haut et ben ça me donne un genre de pattern qui est différent. Ben, différent en fait, ça bouge même pas. Ça c'est parce que la vitesse de mon panner en haut et celui d'en bas est la même. Si je dis par exemple dans mon noise qui est en haut, je mets peut-être un peu plus lent, 0.3, il y a quelque chose de quand même cool qui arrive. Je vais pas aller plus loin que ça, on va faire des ajustements tout à l'heure. Ça va très bien tout ça, il en reste plus beaucoup. En gros, il reste la partie aussi couleur et que ça puisse fonctionner directement dans l'opacité parce que là en ce moment, si on apply, ben on a ça comme résultat. Pas vraiment ça qu'on veut. Notre Sphere Mask qu'on a durement travaillé pour bien l'utiliser, je vais multiplier sa sortie et pour ajouter la node Multiply, appuyer sur M et cliquer dans le graphique. Donc la sortie de mon Sphere Mask, je vais pouvoir l'envoyer dans le B et le multiplier avec le résultat de mon noise. Ça va combiner les deux ensemble et pour combiner ici, pas besoin d'avoir le signal RGB parce que essentiellement, c'est du noir et blanc, donc c'est de la luminance. Utilisez seulement un channel pour éviter des problèmes dans le futur. Faites-moi confiance, c'est un bon truc que je vous donne en ce moment. Le canal rouge, c'est ce qui va aller dans le multiply. Ouais, pas pire. Je vais prendre ça que j'irai mettre dans l'opacité. Et bien que ça soit un bon début, ça manque peut-être un peu de contraste dans le masque. Il n'y a rien qui nous empêche d'augmenter ce contraste juste avant d'entrer dans le multiply ici. Je vais envoyer mon signal rouge dans un autre multiply. Ce multiply ici, je vais créer un nouveau scaler que je vais appeler contrast. Et juste avant d'entrer dans le multiply, je vais utiliser ce qu'on appelle un saturate. Ça va permettre de garder les valeurs entre 0 et 1 et éviter des bugs de shading parce que je suis en train maintenant de gérer de l'opacité. Et cette node, j'y reviendrai dans probablement plusieurs vidéos, c'est très utile pour faire ce qu'on appelle des clamps dans les valeurs. Donc là, avec mon contraste, si je suis près de 0, c'est très translucent, fin, subtil, mais si j'augmente la valeur, ça va devenir de plus en plus punché. C'est un peu plus ça que je veux. Et là, c'est cool comme masque. On va voir de quoi ça a l'air dans la scène. Je ferai apply. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Ben, là, j'ai le pattern de distorsion qui fonctionne, mais ça manque la couleur feu. On va s'occuper de ça maintenant. Et pareil comme dans Blender, j'utilise la même technique. J'utilise une node qui s'appelle Black Body qui est aussi disponible dans Unreal. Alors, j'envoie la node Black Body, on a une entrée température et ce qui va gérer ma température, ben, ça va être mon channel rouge qui va me créer ce masque. C'est ces valeurs de pixels là qui vont pouvoir entrer dans la température, mais juste avant de l'envoyer ici, parce que de base, si on l'utilise, ben, non seulement on voit rien, mais on n'aura pas nécessairement beaucoup de contrôle. Pour avoir un des contrôles similaires à ce que j'ai mis en place dans Blender avec des ranges, on peut utiliser ce qu'on appelle dans Unreal un Linear Interpolate ou un LERP. Si vous tapez Linear Interpolate, voici ce que vous devriez avoir. Une entrée en A, une entrée en B et un alpha. Dans notre cas ici, notre alpha, c'est notre masque de luminance. Et en A, ça va être nos valeurs noires, donc 0. Et en B, nos valeurs hautes, donc 1. On peut donc remapper dans ces valeurs-là des températures. Ça voudrait dire que dans le A, au minimum, on pourrait avoir par exemple 2500 degrés Kelvin et dans le B, par exemple, 3500 au max. Pour tester, je prends ma sortie de mon LERP, je vais visionner mon Black Body et dans le A, je vais mettre au minimum 1500. Oh, ça commence. Et dans le B, 3500. Ouais, fire! Je vais brancher dans mon émissive. Et ben, ça fait un peu plus feu, mais ça manque un petit peu de punch. Ça manque de punch parce que la force de mon émission est pas exactement comme que je veux, on va y donner un petit peu de gaz. Avant d'entrer dans mon emissive, je vais multiplier par un scaler. Multiply par un scaler qui va être emissive force. Et le emissive force peut être 10. Apply. Là, ça commence à ressembler à quelque chose pour vrai. Mais le prochain détail que je veux m'attaquer, c'est avoir la distorsion justement qui influence principalement le dessus de la flamme et qui préserve la base pour vraiment avoir une belle forme de flamme. Pour réaliser l'effet dans Blender, j'avais utilisé un gradient qui me servait de range pour influencer ma distorsion.
Ça nous donnait donc la possibilité de changer l'influence de la distorsion et préserver la base de la flamme. J'aimerais avoir le même système dans Unreal. C'est ici que je gère ma distorsion, puis c'est une valeur qui est à 0.5 qui influence globalement tous les UV. Pour me créer le gradient, je vais utiliser la même technique que tout à l'heure en utilisant des masques pour isoler des channels sur mon text chord. Ici, avec un nouveau texture coordinate, je vais envoyer un component mask et visionner-le pour trouver le bon channel. Le channel vertical, c'est donc le vert, c'est le Y. Et pour me faire un range pour jouer avec le minimum de distorsion et le maximum basé sur le gradient, un peu comme pour le black body, je peux utiliser ici un lerp. Et le lerp, le raccourci, c'est L. Gardez L enfoncé, cliquez et vous avez un lerp. Donc notre alpha, c'est notre masque, c'est le gradient que l'on vient de faire. Et comment qu'on va mapper les valeurs? En premier distortion mix, j'ai envie de vous dire, je vais le supprimer pour faire un autre scalar parameter, que ça va être le min distortion range. Ça va donc être le minimum. Et je vais en faire une copie, CTRL-C, CTRL-V, et ça va être le max. Ça va être pour mon entrée B. Pour tester, on va mettre dans le B1, dans le A0, ça c'est bien pour le minimum. On fait les connexions et on envoie ça dans le multiply. Voici ce que ça nous donne. Ok, super. Je vais augmenter cette valeur. Maintenant, mon maximum, qu'est-ce qui arrive si je joue avec? Là, j'ai des valeurs qui sont intéressantes quand que j'ai une petite valeur dans le B et que j'en ai une plus grande dans le A. Dans le fond, c'est comme si j'inversais mon masque. Alors, dans le A, j'ai l'impression que 0.8, ça me semble bien et que dans mon maximum, ce qui est à la base de la flamme, peut-être 0.05. Ça maintient la forme un peu du gradient et ça termine bien distorsionné. Je pense que j'apprécie ça. Je vous laisse le soin de jouer avec les valeurs. Je vais tout mettre dans un commentaire. Distortion based on linear gradient. On fait de la 3D, on s'exprime tout le temps en anglais. Ouais, là je préserve ma base. Et si vous descendez vraiment bas, là, dans le minimum, souvenez-vous que vous avez une valeur ici dans le sphere mask où on a un subtract. On avait appelé la valeur sphere offset. Vous pouvez faire des offsets là-dessus ici pour corriger la position de votre masque. Moi je suis satisfait avec ce que j'ai ici. Et n'oubliez pas de sauvegarder, bien important. Je vais modifier quelques valeurs, ça va pas assez rapidement à mon goût. Je vais augmenter le panning speed de mon distortion noise. Genre ça, c'est pas mal mieux. Je réduis peut-être un peu le size de mon noise de distorsion, ça me semble un peu plus crédible, ainsi que sa vitesse. Puis là, on pourrait continuer de gosser là-dessus longtemps, mais je vais passer à une prochaine étape. Ce qui se passe, c'est que le feu, ouais, ok, c'est bien, c'est cool, mais ça émet aucune lumière. Je vais régler ça, je vais envoyer un point light à peu près où mon feu se trouve, et dans le Details Panel, je vais pas manuellement saisir une light color, je vais utiliser la température, exactement ce qu'on a utilisé dans le matériel avec le Black Body. Utiliser une température en degrés Kelvin qui colle à peu près à l'aspect final du feu. On ajuste l'intensité, 4 me semble suffisant, et je vais augmenter également le source radius parce que par défaut 0 ça fonctionne vraiment pas. Si vous ajoutez de la géométrie dans votre environnement pour voir les ombres, on voit que c'est incroyablement net. Sur votre point light, augmentez le source radius pour que vos ombres soient diffuses. Pour savoir quel source radius utiliser, vous voyez dans l'écran qu'on a un preview avec un diamètre de sphère. Vous devriez occuper à peu près la taille de votre feu. Changez également votre soft source radius, ça va changer la taille de votre spécularité, ça va se voir sur les surfaces qui sont très glacées. Et juste avec ça, ça a quand même un peu plus de gueule. Mais on pourrait aller encore un petit peu plus loin. Dans Blender, j'avais placé une lumière que l'intensité était animée via un noise pour varier la force de la lumière, un peu comme un feu pourrait le faire. Dans Unreal, ça fonctionne pas exactement de la même façon, mais il y a ce qu'on appelle les light functions. Les light functions que vous avez dans vos lumières ici, c'est un matériel qui permet de créer ce genre d'effet-là. Je vais m'en faire un nouveau directement dans mes matériaux, donc Material, je vais appeler ça Flickering Light, ça va être une lumière qui va briller. J'ouvre mon matériel et c'est bien important de changer le domaine du matériel. On n'utilisera pas une surface ici, ça va être ce qu'on appelle un Light Function. Ça nous garde seulement le Emissive Color pour travailler. Alors, exemple de Flickering Light avec un Light Function tout simple, je vais commencer avec un Sine, donc un sinus. Ça va nous permettre de faire une vague qui va aller de haut en bas et qui va osciller.
Pour animer le sign, je vais envoyer une node qui s'appelle le time. Ça permet d'aller chercher le temps qui passe dans l'engin, très utile pour animer ce genre de paramètres. Time dans le sign et visionner le sign maintenant et ça flash. C'est animé. On va pouvoir ajuster la vitesse en multipliant le temps par un scaler. Donc flickering speed. Donc 1, 1.3, 3, ça commence à être rapide. Je vais garder à 1 par défaut. Et si on utilise ça tel quel, je vais prendre la sortie de mon sign dans le Emissive Color, Apply. Dans mon Point Light, dans la catégorie Light Function, je peux mettre le matériel que je viens de faire ici. Je vais cliquer et draguer directement. Et vous voyez ce qui se passe? Ben, ça flash. Ça flash parce que c'est exactement ce que j'ai ici. Et le problème, c'est que j'ai des moments où la lumière est complètement éteinte. Fait que je vais remanier les valeurs de mon flickering. Avant d'entrer dans mon émissive, je vais utiliser encore une fois mon bon ami, le lerp, pour avoir un minimum et un maximum. L'alpha va être mon sign et en A, ce qui est donc les valeurs en noir, je veux peut-être avoir en tout temps un minimum de lumière qui est égal à 0.8, soit 80% de l'intensité maximale. L'intensité maximale ici qui est à 1, je vais garder ça comme ça. Alors si on met ici dans le Emissive Color, j'enlève mon preview, ok, Apply. Voilà, ça s'éteint plus et ça brille un tout petit peu. Là, on peut ajuster la valeur comme qu'on veut, mais ce qui se passe, c'est que c'est trop prévisible. Ça fait juste scintiller. Pour ajouter un peu plus de chaos, rien ne m'empêche de prendre exactement ce que je viens de faire CTRL-C, CTRL-V pour en faire une copie, différencier mon paramètre d'en bas. Par exemple, je vais rajouter 0.2 et lui qui est en haut, c'est 0.1. Et les deux ensemble, peut-être que je peux les multiplier. Et en changeant la valeur d'un des deux, peut-être que le flickering speed 2 va être un peu plus bas, peut-être à 3. Je prends cette valeur, je la mets dans l'alpha après mon multiply. Et là, ça me donne des trucs un peu plus variés. 3 dans ma valeur du haut et peut-être 2 dans ma valeur du bas. Ça me donne un truc qui est quand même satisfaisant. Franchement, simplement comme ça fait un beau petit feu de camp, on est bien et on se réchauffe, mais il y a peut-être un dernier petit détail que j'aimerais ajouter et c'est que la lumière d'un feu, souvent quand on regarde les ombres, elles vont avoir tendance à bouger. Un peu comme ça, hein? C'est jamais stationnaire, la source du feu est toujours en train de bouger dans l'illumination et pour que ça puisse fonctionner, je vais devoir faire des blueprints qui va permettre à la lumière de bouger quand on sera en mode play. Donc on va être en train de jouer, on va avoir les soft shadows et les ombres qui vont vaciller légèrement. Donc la lumière, je vais la convertir en blueprint en cliquant sur Convert this actor to Blueprint. Je garde tous les paramètres par défaut. Je vais seulement mettre mon blueprint dans mon dossier blueprint ici et renommer BP Firelight. Quand c'est terminé, notre éditeur de blueprint va s'ouvrir et je vais balancer directement dans mon Event Graph. C'est ici qu'on va pouvoir placer des nodes, des fonctions pour animer la position de la lumière de façon aléatoire. Je t'explique mon approche, ce qu'on va réaliser en blueprint. Je vais utiliser la position de départ de la lumière comme point de départ pour trouver une destination qui est très proche de façon aléatoire. Quand le point va être trouvé, on va faire l'animation du point initial à la destination et quand la destination est atteinte, on va faire une autre boucle qui va trouver un autre point aléatoire qui est dans la même zone et on va animer la position de la lumière à ce nouvel endroit et on va faire ça à l'infini. En premier, Begin Play. Au moment qu'on appuie sur Play, je veux trouver la position de la lumière. Je sélectionne mon component Point Light, je l'amène dans mon graphique et à partir d'ici, je vais aller chercher Get World Location, ce qui me donne la position de ma lumière dans l'environnement avec les coordonnées du monde. Cette valeur, je vais pouvoir la promouvoir pour la réutiliser plus tard. Avec un clic droit sur la pin, je pourrais faire Promote to Variable. Cette variable ici, je vais la renommer, c'est ma position initiale, donc Initial Location. Initial Location, donc, il va être déterminé au moment d'appuyer sur Play, on connecte l'exécution et ça étant fait, je peux passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de trouver un point qui est en périphérie du point de départ, point initial de ma lumière. Alors juste en dessous, à Event Tick, j'aurais pas besoin de ça aujourd'hui, Delete. Je vais créer un nouveau Custom Event. Tapez Custom Event ici et on peut renommer ce event-là comme que l'on veut. Par exemple, je l'appelle Get Random Point. Voilà. Get Random Point, c'est un event donc qui va être envoyé aussitôt que ça c'est fait. Je peux donc l'appeler directement après ma variable. Je peux taper Get Random Point,
Ce qui fait que quand on appuie sur Play, on va initialiser la variable Initial Location et on va entrer dans Get Random Points qui nous amène ploup, ici pour continuer le code. Alors à partir de la position initiale, donc Initial Location, je vais utiliser cette position-là dans mon graphique. Avec le Get Initial Location, à partir d'ici, j'irai chercher Random Point in Bounding Box. Donc, dans la zone, dans la Bounding Box, en périphérie de ma position initiale, j'irai chercher dans un étendu, donc half size, peut-être 10 sur le X, 10 sur le Y, et sur le Z, pas du tout. Moi, je veux que ça reste au niveau du Z à la même hauteur toujours. Et ça, ça va nous donner notre destination où on va vouloir bouger. Donc, c'est notre Move Location, en fait. Je vais promouvoir cette nouvelle variable, promote, ce que je vais appeler Move Location. Je connecte mon Get Random Point. Et avant d'aller plus loin, on va juste s'assurer que ça fonctionne vraiment, les points sélectionnés aléatoirement. À chaque point qu'on va trouver, on va afficher par exemple une sphère en wireframe pour débugger un peu ce qui se passe. Avec Draw Debug Sphere, on va dessiner une sphère en wireframe en ayant comme position le Move Location et en radius, peut-être 10 unités. Line Color, la couleur de la sphère, un genre de vert bien pétant. Et ça va rester là pour une duration peut-être de 5 secondes. Pour que ça soit plus facile de tester, je vais ramener mon ami. C'est pas vraiment mon ami, mais le tick. Le tick, on va l'envoyer ici. Et le tick, il va envoyer une nouvelle sphère à chaque frame. Et là, la duration, je vais devoir mettre ça beaucoup plus petit, peut-être 0.1. Le radius à 5 parce qu'il va en avoir beaucoup. On utilise le Event Tick. Et si j'appuie sur Play, ça fonctionne. On voit qu'on a plein de sphères qui sont sélectionnées de façon aléatoire au centre. Fait que ça marche. Merci Eventic. Et merci aussi Draw Debug Sphere, c'était seulement pour prévisualiser les points. Maintenant qu'on a un Move Location de déterminer, on va pouvoir animer la position de la lumière. Alors, nouveau Custom Event pour la troisième étape. Et donc ici, c'est Set Light Location. Set Light Location, que je dois appeler en haut ici aussi, Set Light Location. Et ce nouveau event va envoyer le signal dans une timeline. La timeline, c'est super utile pour animer des valeurs en Blueprint. Donc ça, c'est pour l'animation de ma lumière, Light Animation, peu importe comment vous l'appelez, c'est pas important. On va entrer dans la timeline en double-cliquant. Et ici, on va rajouter une nouvelle track de type Float pour faire un alpha pour transitionner entre deux positions. Donc alpha, si vous maintenez Shift et que vous cliquez, vous pouvez placer des keyframes. J'ai un premier keyframe au temps 0, valeur de 0, et un deuxième keyframe n'importe où, parce que je vais changer la valeur manuellement, ça va être au temps 1, donc à 1 seconde, valeur de 1. Voilà, c'est fait, mais là on voit qu'on a plein de temps d'excès ici. Ça, c'est parce que la longueur d'une timeline de base, c'est 5 secondes. Je vais aussi mettre 1 seconde ici pour que j'ai le bon étendu. Je sais pas si vous êtes un artiste comme moi, non c'est pas vrai, je suis pas un artiste, mais toutes les keyframes, on peut les sélectionner et avec un clic droit, utiliser l'interpolation Bézier pour avoir des courbes puis avoir du ease in, ease out. Dans le Event Graph, je peux donc alors setter la nouvelle position de ma lumière. Je vais chercher une nouvelle référence et cette lumière, j'irai faire la fonction Set World Location pour déterminer sa nouvelle position. Le update, ce qui va animer la location, ira dans le set world. Et quel va être le new location? Ici, je dois faire la transition avec mon alpha, donc transitionner de A à B. À partir de new location, on peut utiliser ce qu'on appelle un lerp. Et oui, comme dans les matériaux, on peut utiliser lerp de type vecteur. Donc en A, on a la position de départ et en B, on a la destination. Alpha, alpha, ça va être ma track alpha, c'est ce qui permet de faire la transition entre les deux. Et en A, c'est ma position que je suis en ce moment. La position que je suis en ce moment, ça pourra pas être le initial location parce que elle est statique, elle est setée seulement une fois et on n'y retouche plus, ça devient seulement mon point de départ pour trouver un point en périphérie. C'est pas ça que je peux utiliser. En fait, pour trouver ma position initiale, je devrais la setter au moment qu'on arrive pour animer. Ça veut dire que juste avant d'entrer dans la timeline, je vais aller chercher ma lumière pour aller faire un Get World Location et Promote to Variable parce que ça va devenir maintenant mon Last Location. Ça devient tout le temps le dernier point auquel on a bougé. Last Location que je vais maintenant mettre Play from Start.
Alors le last location, la position initialement avant l'animation, c'est ce que je vais pouvoir utiliser dans mon A pour aller à ma destination, le move location. Donc last location, je vais cliquer et je vais glisser dans mon graphique et je vais relâcher sur le A. Et pour le B, c'est la même chose. Je veux transitionner maintenant de last à move location. Move location qu'on avait déterminé ici dans un point random. On va tester ça pour voir. Juste pour exagérer les choses, je vais augmenter la valeur peut-être à 50 sur le X, 50 sur le Y. Pour que ça s'exécute en loop aussitôt que l'animation a terminé, je vais réenvoyer le event getRandomPoint pour ensuite refaire l'animation. Comme ça va toujours rouler en boucle. Donc à partir de finished, je vais envoyer getRandomPoint. Et on voit que l'animation fonctionne. À chaque nouveau point, la lumière est bougée en 3D. Fait que ça marche. C'est juste que c'est peut-être pas assez rapide. Pour augmenter la vitesse, on pourrait manuellement changer les keyframes ici, mais c'est tannant de faire ça à chaque fois. Je vous conseille à la place, avant d'entrer dans la timeline dans le Play From Start, je vais débrancher et je vais aller chercher cette timeline. Maintenant qu'elle est créée ici, elle existe en tant que variable. Si vous tapez Get Light Animation, c'est le nom de ma timeline, vous allez pouvoir la trouver et à partir de votre timeline, il y a une fonction qui s'appelle Set Play Rate. Set Play Rate qui détermine la vitesse de la timeline. On connecte toujours dans le Play From Start. Et ici, quand on augmente par exemple à 2, ça va aller 2 fois plus vite. Ouais, on va les mettre 10 fois plus vite. Ça marche, mais ouais, ok, c'est vraiment un petit peu n'importe quoi. Je réduis la valeur, je remets 10 dans mon X et mon Y dans mon random point. Et ben franchement, je vais vous dire avec ça, c'est pas mal mieux. On pourra encore ajuster un petit peu la vitesse, peut-être réduire l'étendue des points qui sont choisis aléatoirement. Alors pour résumer, on a commencé avec le Begin Play, Find Start Location, pour ensuite trouver un point aléatoire en périphérie du Start Location. En fait, je l'ai appelé Initial. Find Random Point Nearby. Et la dernière étape, c'est animer bien sûr la lumière entre ces points. Animate Light Position. Voici donc de quoi le blueprint final a l'air. Et regardez-moi ça. C'est peut-être un petit peu trop rapide, on aura encore des valeurs ajustées, mais essentiellement, on a un petit détail de plus qui rend le tout beaucoup plus crédible et le fun à regarder. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as trouvé ça cool, ben mets donc un petit pouce en l'air, puis tu penses utiliser ça dans un projet, écris-moi-le dans un commentaire. Puis si t'aimes le genre de contenu que je propose, abonne-toi parce qu'il va y en avoir d'autres dans le futur. Et cette scène, elle va être disponible sur Patreon si tu veux directement avoir accès à toutes les goodies. Et jusqu'à ce qu'on se revoie dans la prochaine vidéo, ben on se voit pas vraiment, mais vous comprenez, on va se dire à la prochaine.